Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et voilà, merci de vous reconnecter. Comme disait Julie, ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu se retrouver. Donc, on est ravis de cette nouvelle édition 2023 avec, comme d'habitude, deux invités de prestige, voilà, qui nous font l'honneur d'être avec nous. Bonsoir à tous les fidèles de ces webinaires. Bonsoir à tous nos collègues aussi. On a beaucoup qui nous font des messages. Donc, un grand merci d'être avec nous ce soir pour cette heure. Donc, voilà, on vous retrouve pour ce webinaire que vous connaissez pour certains d'entre vous d'ADN Women, qu'on a décidé donc de renommer les négociatrices, qui est quand même beaucoup plus explicite, voilà, et qui fait vraiment lien aussi avec l'agence des négociateurs. Donc, quelques mots sur nous. Notre mission, la mission de notre association, c'est vraiment d'œuvrer pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes et en démocratisant l'accès aux techniques de négociation. Notre approche, elle est militante, elle est bénévole et elle est collective. C'est une aventure collective et c'est aussi un réseau d'alumni de nos webinaires, de nos différentes actions de formation qui se retrouvent, voilà, qui est assez génial parce que voilà, la famille s'agrandit. On a eu l'occasion de se voir physiquement il y a un mois, c'était quand même formidable. Grâce à Sylvia aussi l'année dernière, on a fait une formation pour les présidentes d'associations pour leur donner des clés pour mieux négocier pour les droits de toutes les femmes. Donc voilà, nos initiatives, on va dire, se multiplient grâce aussi à toutes les bénévoles qui nous rejoignent. Et donc ce soir, juste pour vous présenter l'équipe avec le fond bleu à l'endroit ou à l'envers. Donc on va commencer par Sylvia, donc Sylvia qui représente justement l'agence ADN qui vraiment nous soutient, qui nous met à disposition toutes ces techniques de négociation grâce à leur référentiel Pacificat dont Sylvia vous livrera quelques clés ce soir. Donc, c'est notre experte en négociation, notre invitée permanente, comme diraient certains, et qui nous permet voilà, de mieux apprendre des témoignages de nos invités. On a aussi Julie, ça y est, qui a le bon nom à l'écran. Donc, Julie, elle est également intervenante au groupe ADN. Elle est aussi présidente d'une superbe initiative qui s'appelle ADN Kids. Elle a aussi été à l'origine de ADN Women et en plus, elle fait toute la partie communication et technique pour ce soir. Et je vois que le chat, elle est trop forte. Voilà, je salue aussi très chaleureusement Karine Raguin, avec qui j'ai le grand bonheur de co-présider cette association. Alors, Karine est à Shanghai, pour ceux qui avaient suivi ses aventures. Elle était à New York, maintenant elle est à Shanghai, donc l'horaire de 18 heures est un peu moins compatible. Mais elle est très avantageusement aussi ce soir représentée et remplacée par Natacha, qui va co-animer avec moi. Et donc, Natacha, c'est une super histoire parce qu'elle a été une de nos premières invitées. Elle a été notre première invitée. On dit cobaye dans le langage français. Non, pas cobaye, invitée, amie, en tout cas, amie bienveillante. Et je reviens en plus. Voilà, qui a bien voulu témoigner. Et non seulement elle a aimé ça, mais en plus, maintenant, elle va animer. Donc, voilà, c'est aussi un exemple de comment ça peut grandir. Et donc, un appel aussi à d'autres membres de nous rejoindre. Donc, Natacha et moi aurons le plaisir de mener la discussion avec nos invités que Natacha va présenter tout de suite. Voilà. Merci Aurélie pour cette introduction. Et effectivement, ce soir, on a le plaisir de démarrer l'année avec ce premier webinaire avec deux invités absolument formidables. Alors, je vous rassure, on n'est pas obligé d'avoir Anne dans son patronyme pour être invité à un webinaire parce qu'on a Anne et Anne-Sophie. Ça aide quand même, ça aide. Ça aide, voilà, c'est jamais. Anne-Sophie, je vais commencer par toi et balayer très rapidement ton parcours de façon à ce qu'on puisse mieux comprendre le contexte dans lequel tu vas évoquer les deux cas de négociation qui seront décryptés par Sylvia par la suite. Donc toi, tu es une grande spécialiste de la direction commerciale et dans un domaine plutôt de la grande consommation puisque tu as commencé tes armes chez Colgate-Palmolive où tu es resté presque 10 ans en commençant comme souvent en chef de secteur et puis ensuite en travaillant sur un aspect plus merchandising. Et puis, tu as rejoint la magnifique maison qui est Belle, donc Belle, Babybel, La Vache qui rit et tant d'autres, que nous connaissons tous dans nos frigos, mais peut-être moins de l'intérieur, où tu es resté 8 ans. Là aussi, en faisant un lien sur une direction merchandising par rapport à ton poste précédent, et puis en travaillant sur le catégorie management, et puis ensuite en direction commerciale d'un portefeuille de clients nationaux. Après l'aventure Belle, tu bouges chez Kellogg, donc toujours dans l'alimentaire, avec un fil conducteur qu'on voit bien se tracer, en tant que directrice d'enseigne, puis directrice encore une fois de portefeuilles nationaux, pour terminer enfin, au bout de ces 5 ans, comme directrice commerciale. Et puis aujourd'hui, tu es directrice commerciale internationale pour la Maison française du verre, où tu élabores toute la politique commerciale et tu gères également les différentes business units, comme on dit dans notre langage, sur l'ensemble des zones géographiques, donc un domaine voilà, beaucoup plus large.
Par ailleurs, tu es mère de famille de 3 enfants et nous en reparlerons plus en détail puisque l'un des cas de négociation est très fortement lié à cet aspect personnel et cet équilibre entre vie perso et vie professionnelle qui intéresse, je pense, beaucoup de nos auditrices. Merci en tout cas d'être là avec nous ce soir. Merci à vous de l'invitation. Anne, merci également d'être là. Donc Anne, j'ai le plaisir de dire que tu es une très jeune retraitée, puisque si je ne trahis pas de secret, tu as officiellement pris ta retraite professionnelle et non pas par rapport à tes nombreux engagements début février. Donc c'est tout nouveau pour toi comme rythme. Et un parcours extrêmement riche, puisque dans l'univers des ressources humaines, donc un domaine évidemment différent, et c'est toute la richesse de ce webinaire d'avoir des profils avec des fonctions très différentes, que ce soit commercial ou ressources humaines dans le cas de Anne. Tu commences ta carrière dans un magnifique groupe qui a beaucoup souffert ces dernières années, qui est le groupe Vivarté, le groupe André, dans diverses missions de ressources humaines, mais tu termines cette première grande période de ta vie de 15 années de fidélité à ce groupe en tant que directrice des ressources humaines de la Halle Chaussures, que beaucoup d'entre nous avons pratiqué et connu. Tu passes ensuite pendant 7 ans dans un domaine hôtelier où tu diriges les ressources humaines pour le groupe Envergure. Donc, Envergure, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est le groupe qui chapeaute Campanile, Kyria des premières classes, donc un nombre d'hôtels très important. Puis, Louvre Hôtel, qui est un autre groupe, évidemment, dans le même domaine. Tu y restes 7 ans, toujours sur ces fonctions de direction des ressources humaines. Et puis, tu passes dans la banque, toujours sur une fonction de directrice des ressources humaines, au Crédit Lyonnais, où là, au-delà de ton activité, de ton métier d'expertise, tu t'engages dans différentes missions, dont le sponsoring sportif, mais aussi un transfert de siège social, ce qui est une aventure toujours un peu particulière. Puis, tu passes par le conseil dans un grand cabinet américain que je ne citerai pas, et tu deviens consultante indépendante. Et surtout, tu termines cette magnifique carrière avec 5 années chez Lidl France, qui va nous intéresser particulièrement dans un premier scénario de négociation où tu es directrice des ressources humaines. J'aimerais mentionner 2 aspects on va dire, additionnel de ce très beau parcours, ton engagement politique, puisque tu es suppléante et députée du Val-de-Marne, ton engagement également associatif, puisque tu es administratrice de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et tu es surtout une mère accomplie, une femme accomplie mariée depuis 40 ans. Je tiens à te féliciter pour ce beau parcours. Et tu es mère de 3 enfants avec une particularité que tu nous as autorisé à mentionner, puisque ton fils Pierre, de 35 ans, est lourdement handicapé, ce qui évidemment ajoute un élément très atypique et non négligeable dans ton équilibre de vie. Donc, merci à toutes les 2 d'être là et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Merci Natacha pour cette présentation très, très complète. Et donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec toi, Anne, et Aurélie qui va parcourir ce premier cas de négociation que tu as souhaité souligner ce soir. Alors déjà, c'est quand même très impressionnant d'écouter vos parcours, mesdames. Alors forcément, l'expérience va être un peu réductrice parce qu'on n'a qu'1 heure tout ensemble et on a envie d'en savoir beaucoup. Donc, on a préparé ensemble pour choisir avec vous les situations que vous acceptiez de partager. Et Anne, donc dans ce brillant parcours de DRH, on s'est dit que c'était intéressant de commencer par le début de carrière. On a aussi dans nos auditeurs et auditrices ce soir des jeunes en école. Et donc, c'est toujours intéressant de se dire comment je vais me positionner, et en particulier en tant que femme. Et ta première négociation, c'était vraiment un sujet qui était, alors entre RH, pour nous, une vraie avancée sociale, un projet que tu menais et finalement qui ne s'est pas passé exactement comme prévu et où tu as eu à négocier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le contexte et ce qui s'est passé pour toi? Ouais, alors merci Aurélie de commencer par ce cas que je trouve très intéressant et qui m'a toujours beaucoup marqué et dont je me souviens avec une précision très nette, comme quoi il y a des moments de carrière qui forgent aussi un certain nombre de choses et qui sont des temps d'apprentissage sur lesquels on capitalise ensuite tout au long de son exercice professionnel. On est en 1990, je travaille dans ce beau groupe André, malheureusement disparu aujourd'hui. Et nous avons comme projet, je suis en charge des affaires sociales, et nous avons comme projet, avec le DRH du groupe à l'époque, de mettre en place une mutuelle et une prévoyance beaucoup plus importante que les situations antérieures et au bénéfice de l'ensemble des salariés et obligatoire. On ouvre une démarche de négociation avec les partenaires sociaux qui n'aboutit pas. Les partenaires sociaux n'osent pas s'engager en disant, alors on est en 90, hein, les choses aujourd'hui ont beaucoup changé sur ces thématiques-là. À l'époque, les partenaires sociaux n'aimaient pas trop s'engager sur ces thématiques qui étaient
connexes d'après eux au travail et d'après beaucoup de gens, et c'est d'ailleurs la situation qui s'est trouvée. Et donc, pour arriver à mettre en place cette mutuelle obligatoire, nous décidons de passer par la voie référendaire. Il s'agit de faire voter à l'époque à peu près 10 000 salariés et d'obtenir pour chacun des établissements de l'entreprise un vote majoritaire positif. Dans ce contexte, on a des plateformes logistiques, des entrepôts, comme on disait à l'époque, situés dans le centre de la France, dans le Berry, à Châteauroux et Issoudun. Et on entend depuis Paris que les équipes sur place, les manutentionnaires, et en particulier les équipes de nuit, sont assez réfractaires à ce projet et s'apprêtent à voter non. Et donc, décision est prise d'aller au contact pour proposer, alors c'est pas vraiment une négociation qui se met en place, mais une proposition et un moment de temps de conviction. Et j'ai 30 ans, je suis pas encore, je dirais, je me sens pas encore complètement confirmée, mais je décide de monter sur les tables du réfectoire pour aller à la rencontre de l'équipe de nuit, qui rassemblait une centaine de personnes dans le réfectoire, pour leur expliquer ce projet. Et je me prends des volées de bois vert, pardonnez-moi l'expression, et d'être aussi simple et familière dans l'expression, de gens qui me disent « Mais de quoi vous mêlez-vous, madame? Ma santé, c'est mon problème. Je choisis pour moi. Et si j'ai pas envie, je fais pas et je m'en occuperai pas. » Oups, je sais pas. Si, on t'entend, on t'entend. Pardon, non, mais j'avais un appel sur mon téléphone j'ai l'impression que ça perturbait l'ensemble. Je vais le couper. Et on débat. Je me face encore une fois, une centaine de manutentionnaires, des hommes, pratiquement que des hommes. Et ça, déjà, en soi, c'est quand même assez impressionnant en début de carrière. J'étais très, très impressionnée. J'étais vraiment dans mes petits souliers. C'est une époque où on fume encore dans les bureaux. Donc, tous ces garçons, tous ces hommes fument dans ce réfectoire qui est assez rudimentaire. Les locaux sociaux dans les années 90, c'est pas comme aujourd'hui. On n'y apporte pas le même soin. On n'y apportait pas le même soin qu'aujourd'hui. Il est 22h30 ou 23h. Le débat dure. Et puis, j'essaye de convaincre et je sens que j'ai pas la conviction. Donc, je jette l'éponge. Je jette complètement l'éponge et je leur dis, écoutez, tant pis. C'est dommage, mais si j'ai pas réussi à vous convaincre, et donc, l'ensemble des salariés ne bénéficiera pas de ce régime. Et puis, je souffle et je respire et je dis, j'ai été au bout, mais j'ai échoué et j'accepte l'échec de ce débat très frontal. Et je pense que ce moment, je ne sais pas si c'est de l'humilité, de positionnement, mais en tous les cas, de reconnaître que j'étais au bout de mes arguments et leur faire savoir, les a convaincus puisque le référendum qui a eu lieu 3 semaines après, les entrepôts de Châteauroux et d'Issoudun ont eu le taux de participation le plus important et le taux d'adhésion au projet le plus important. Et quand 1 an après, je suis retournée voir ces équipes dans une visite opérationnelle, ils m'ont dit « Heureusement que vous êtes venus nous convaincre cette nuit-là, on serait passé quand même à côté de quelque chose d'important. » Voilà l'histoire. On t'en rend compte. Alors, est-ce que Sylvia peut nous dire quelques mots sur cette première expérience un peu difficile dans un entrepôt? Oui, merci beaucoup Anne pour ce partage. C'est toujours des négociations qui sont passionnantes, les négociations sociales. Les premiers éléments, c'est effectivement dans une négociation, on a souvent tendance à mettre ses filtres. Et du coup, avec le filtre que tu avais à l'époque, Anne, des fois on se dit mais c'est une avancée sociale, je comprends pas, je vais essayer de les convaincre. Et souvent, on oublie qu'il y a plein d'autres enjeux qui peuvent être cachés, des enjeux de pouvoir, des enjeux de faire à Anne, c'est l'épreuve du feu, en montrant que tu arrives, ma grande, mais c'est pas parce que tu as une bonne idée qu'on va être d'accord avec toi. Donc, il y a plein d'enjeux cachés en négociation et c'est souvent un premier biais qu'on peut avoir, c'est de lire la situation avec ses filtres personnels et d'essayer de convaincre l'autre que c'est bien. Et c'est vrai que c'est un peu l'inverse de la vente, la négociation, on ne convainc personne en négociation. La vente, on essaye de comprendre le besoin de l'autre, on lui explique pourquoi ce qu'on propose est adapté. Ça y est, on a convaincu, il dit oui, c'est vrai. Par contre, c'est hors de question qu'on mette ça en place ou par contre, c'est beaucoup trop cher, jamais j'accepterai ça. Et là, on attaque la négo. Et donc, c'est pour ça que souvent les enjeux sont cachés et des fois, c'est difficile de les connaître dès le début. Et l'enjeu pouvait être pour eux dans cette négo de faire l'épreuve du feu à Anne et de tenir bon. Et de montrer qu'ils étaient capables de tenir bon et qu'ils avaient un pouvoir de nuisance si besoin. Et après, c'est un élément qui est assez important. Au bout d'un moment, Anne lâche l'affaire
et accepte, ben, j'ai échoué. Voilà, je suis désolée. Et donc, à ce moment-là, elle fait un truc qui est assez merveilleux et qui est pas évident en ego. Elle met son ego dans sa poche. Et ça peut déstabiliser un peu, des fois, son interlocuteur, surtout s'ils sont habitués à des histoires un peu, j'allais dire viriles, parce qu'à l'époque, c'est quand même ça, Anne, hein, sans faire de clichés, mais voilà. Et donc, des rapports un peu brutaux. Et tout d'un coup, l'autre en face dit, OK, j'ai perdu, tant pis, vous avez gagné. Et ben là, tout de suite, on est désarmé parce que le jeu de rapport de force et de qui va gagner vient de s'écrouler. Et on se retrouve, du coup, à nu sur vraiment la négo, puisque les égos ne sont plus là. Et du coup, peut-être un élément qui a été déclencheur, et on ne sait pas parce qu'on n'a pas débriefé avec eux, Anne, mais ça aurait été intéressant, c'est quand elle dit, eh bien, du coup, les 10 000 collaborateurs ne vont pas en bénéficier. Ce qui peut être, sans le vouloir, une technique d'influence, c'est de leur faire projeter ce non-accord et comment ils vont revendre aux 10 000 qu'ils n'ont pas signé l'accord, surtout si parmi les 10 000, il y en a beaucoup qui étaient pour. Et tout d'un coup, l'enjeu peut-être qui pouvait être de tenir bon et montrer à Anne qu'elle ne serait pas là pour faire sa loi, tout d'un coup, l'enjeu, comme Anne, elle vient de baisser son ego, elle a accepté une défaite, eh ben, comment on va expliquer ça maintenant aux 10 000 personnes? Et peut-être qu'on va avoir du mal, et peut-être qu'on sera plus élu, et peut-être qu'il vaut mieux qu'on l'accepte. Et voilà. Et du coup, ben, quand les égos ne sont plus en ligne de compte, on est purement sur la négociation, et c'est peut-être ça qui a déclenché l'accord. J'ai la perception, pour compléter ce que tu viens de dire, que tout ce que j'avais dit pendant les 2 premières heures, ils ne l'avaient pas écouté. Et le fait que je jette l'éponge et que je leur dise a fait qu'ils avaient en fait entendu et écouté ce que je leur avais dit. Je crois qu'ils auraient continué à ne pas écouter ou à ne pas avoir entendu si j'étais restée dans une posture de dire, dans une posture plus directe et moins lâcher prise. Ouais, tu t'es remis dans une posture aussi très humaine et authentique, où quelque part, tu as joué ton rôle et tu as sorti les arguments qui étaient les tiens d'un point de vue professionnel. Puis à un moment donné, la femme que tu es s'est exprimée aussi en disant, bon, bah, voilà quoi. Et c'est quand même important dans la vie professionnelle. On sait combien cet alignement et cette authenticité, à un moment donné, paye. C'est clair, surtout sur des thématiques de ressources humaines, en la matière, en tous les cas. Complètement, complètement. On va enchaîner avec un deuxième cas complètement différent, d'ailleurs, mais dans un contexte tout aussi, on va dire, difficile. Tu arrives chez Lidl en mars 2018. 6 mois après, je te laisserai raconter le contexte, mais un reportage à charge de Cash Investigation qui a mis à mal vraiment l'entreprise. Et donc, tu es recruté pour, entre autres, redresser l'organisation qui est en grande difficulté. Et tu décides, parmi les nombreux ennemis qui sont les tiens, que ce soit en interne, en externe, tu prends une décision extrêmement courageuse et tu décides d'aller voir le ministère du Travail pour aller travailler en collaboration et finalement résoudre le problème à la source et demander l'aide, on va dire, des pouvoirs publics. Et je te laisse nous raconter cette situation et surtout à la fois le contexte et l'issue et ce qui t'a mené à cette discussion. Ouais, donc, comme tu viens d'expliquer, Natacha, j'intègre Lidl en mars 2018 dans le contexte assez connu, puisque le Cash Investigation qui a traité de la situation de Lidl s'appelle Ton univers impitoyable et c'est celui qui a eu la plus forte audience jamais reconnue, jamais entendue depuis 10 ans que Cash existe. Comme chacun sait, et là je peux m'exprimer de façon assez critique, la façon dont est adressée la critique est vraiment une critique à charge et que à charge. Néanmoins, au moment où je rentre dans l'entreprise, que je commence à observer, je me rends compte que Élise Lucet adresse un certain nombre de vraies questions. Alors, elle les traite pas de la bonne façon, mais elle adresse un certain nombre de vraies questions et de vrais sujets, points de faiblesse dans l'organisation de l'entreprise, en particulier sur un sujet qui est quand même maintenant très important, qui est la sinistralité au travail, donc les accidents du travail et la prévention des risques en matière de santé et sécurité au travail. Et je dis, on ne peut pas rester dans cette situation-là, parce que tant qu'on restera dans cette situation-là, on sera à la fois vulnérable, mais en même temps, on n'a pas de raison d'être fier de nous. Or, on a une entreprise, dans les contacts que j'ai avec les salariés de toute l'entreprise, dans nos supermarchés et plateformes logistiques, on a des gens qui sont très fiers d'appartenir à l'entreprise. Donc, je me dis, c'est quand même dommage de leur enlever un élément de fierté
C'est une entreprise qui est en croissance, qui va vite, qui est une belle image de plus en plus à ce moment-là sur le marché, reconnue, mais qui est pénalisée par un certain nombre de ses faiblesses. Donc, il y a plusieurs façons de traiter les faiblesses. Il y a mettre en place un certain nombre de projets. Pas la peine d'y revenir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce soir, même si ça a été un travail important. Et il y a une autre façon qui est de faire en sorte de s'engager et d'engager l'ensemble de l'organisation. Et c'est dans ce contexte que je rencontre les équipes du ministère du Travail, à la fois le cabinet, donc à la fois la partie politique et la partie administrative, ensemble. J'arrive avec un dossier un peu épais où je leur montre tout. Je leur donne tous les chiffres, les bons comme les mauvais. Et je leur dis, je vous demande de me demander de m'engager à réduire ces chiffres. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on a fait ensemble, à l'issue d'un certain nombre de premières discussions qui ont été extrêmement intenses. Les premières, où on a tout expliqué, tout montré. On s'est un peu mis à nu, en reconnaissant l'ensemble des faiblesses de l'organisation. Et on attendait de la part à la fois du politique et de l'administration qui viennent nous dire, non pas ce qu'il fallait qu'on fasse, mais les résultats qu'on devait atteindre et la façon dont il fallait qu'on s'engage à les atteindre. Après, ils nous ont laissé faire. Et je dois dire qu'il y a eu des points de contact derrière réguliers, une fois tous les 8 mois, jusqu'à ce que les engagements soient atteints. On les a même formalisés dans des engagements écrits, des conventions qu'on a signées. Alors, non pas avec l'administration du travail, ça revient en même, c'est avec la CARSAT, c'est l'organisme qui s'occupe de la prévention des risques et de la santé au travail, mais avec des engagements chiffrés et qui étaient suivis, triennaux, puis renouvelés, suivis de façon à ce que l'ensemble de ces indicateurs qui étaient en faiblesse soient aujourd'hui, et c'est tout le travail qui a été accompli par les équipes. On n'est pas encore dans le top 3 du marché qui est le nôtre, mais on est dans le top 5. Et surtout, et ça a été très important, on a une entreprise qui s'est engagée et mobilisée autour de ces engagements que j'avais demandé à l'administration de prendre pour moi. Je ne sais pas si tout ça est très clair. Si, complètement. Et je pense que c'est une situation assez atypique, mais Sylvia, ça serait intéressant d'avoir ton décryptage. Oui, Anne est une bonne négociatrice parce que, et quand même, puisqu'on est entre nous, on peut se le dire, les femmes savent parfois mieux gérer leurs égos. En négociation, on dit POE. La position, c'est celle qu'on commence par afficher. Ensuite, il y a l'objectif qu'on se donne, mais au fond, c'est quoi mon enjeu? Et donc, pour rentrer en égo avec quelqu'un, il faut qu'on comprenne c'est quoi mon enjeu personnel à moi, le mien. Et ça, des fois, c'est rien de dire, c'est très complexe à trouver, parfois, il faut se l'avouer. Et puis, l'autre, il faut essayer de comprendre son enjeu. Si je décortique cette négo, sans avoir évidemment débriefé avec le ministère du Travail, mais ça pourrait être intéressant la prochaine fois qu'on ait les deux parties. Anne, en fait, si j'essaie de décortiquer cette négociation, je me dis que ton objectif, c'était d'améliorer évidemment les conditions de travail. Donc, c'est la position que tu affiches, c'est oui, j'adresse le problème et je suis transparente. Ton objectif, c'est d'améliorer ces conditions de travail. Et il me semble, si je décortique, que ton enjeu, c'était d'être libre sur le comment tu allais l'adresser. Et donc, ta façon de traiter ce sujet, c'est de dire, voilà, je pose mon ego. On a des bons chiffres, mais on a aussi des très mauvais, et je viens à livre ouvert. Et de l'autre côté, on peut se dire que leur position, c'était de traiter ce sujet, parce qu'on ne peut pas laisser un cache investigation qui dit ça en disant, peu importe, chacun fait sa vie. Leur objectif, c'est des engagements, et peut-être leur enjeu, c'était d'avoir des résultats concrets et de pouvoir suivre ces résultats. Et du coup, ce que propose Anne, c'est de dire, écoutez, moi, je descends jusqu'à votre enjeu, vous aurez des résultats, vous pourrez en parler, vous pourrez dire que ça s'est amélioré. Et moi, par contre, je préserve mon enjeu, c'est je serai libre du comment, mais je vous référerai sur le quoi et sur les résultats. Et du coup, c'est une façon de travailler en coopération, en négociation. C'est les négos les plus agréables, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas en compétition. Ça aurait pu être ça. Anne aurait pu dire, écoutez, c'est un problème privé, donc nous allons résoudre ça, nous vous tiendrons informés si besoin, etc. Et là, on rentre en compétition, ils auraient fait peut-être des contrôles, ils auraient été beaucoup plus intrusifs. Et finalement, elle tente une coopération en disant, voilà, j'ai compris vos enjeux, voilà les miens.
on va travailler dans la transparence, vous pourrez communiquer sur des résultats et vous me laissez libre de mener ma marque pour y arriver. Voilà. Donc, c'est le plus intéressant en égo, mais ça demande encore peut-être c'est une de tes caractéristiques de négociatrice, Anne, c'est de savoir bien gérer son ego. Il y a un adage qui dit une bonne négociatrice, un bon négo n'a pas d'ego. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que l'ego, c'est ce qui nous fait tenir bon quand on n'y croit plus. Mais en tout cas, il faut savoir le mettre dans sa poche quand c'est pas le bon moment de le sortir. Et ça, je crois que Anne, tu es très forte là-dessus. Et alors, mon adage, pour aller exactement dans ce que tu viens de dire, Sylvia, c'est qu'est-ce qui est important? Gagner ou avoir raison. Et en général, j'aime bien gagner. Donc, même si je dois passer par autre chose, je préfère gagner. Je comprends. Bon adage. Exactement. Surtout pour traiter les profils de mauvaise foi. Absolument. Ça arrive peu. Donc, Anne, merci, parce qu'effectivement, je pense que sur l'ego, enfin, tu me donnes plein de leçons, y compris de comment retourner des gens qui étaient plutôt en attaque, voilà, en gens qui sont en coopération. Donc ça, c'est super. Je propose qu'on couvre aussi une dernière situation, peut-être plus rapidement, mais dans un temps, enfin, sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui est celui finalement de la négociation de notre temps, et qui est très précieux et jamais aussi long qu'on le souhaiterait, et comment on négocie l'équilibre de vie. Et je pense que tu as été aussi précurseur dans un domaine qui est le domaine du job sharing et de la négociation du temps de travail. Et donc, si tu peux nous raconter cette situation voilà, où tu as eu aussi tes maternités assez rapprochées et comment tu as approché ça et qu'est-ce que tu as mis en œuvre sur un modèle assez novateur. Je pense qu'on a pas mal de personnes qui nous écoutent qui seront intéressées. Alors, j'ai vécu une expérience absolument formidable avec une amie, une personne qui est devenue comme ma sœur, puisque nous avons eu la possibilité de partager notre job. L'histoire est la suivante. Natacha l'a dit, j'ai 3 enfants. Dès la naissance de l'aîné, je souhaite avoir un équilibre vie perso, vie pro à 4/5e. Puis notre fils Pierre, celui qui est lourdement handicapé, naît à son accident de santé puisque sa situation de handicap est liée à une encéphalite post-vaccinale. Heureusement, c'est des sujets qui n'existent plus aujourd'hui parce que c'est quand même des situations assez dramatiques. Et donc, je décide d'avoir un équilibre entre mon travail que j'ai envie de continuer et ma capacité à être à la fois disponible pour notre fils aîné et pouvoir prendre en charge un certain nombre de situations pour Pierre. Il a besoin de kiné, il a besoin d'un certain nombre de choses comme ça qui nécessitent du temps. Donc, je souhaite travailler à 3/5e. Dans le même temps, nous sommes 2 à tenir le même poste. On est 2 juristes en droit du travail, cette amie. Et par le plus grand des hasards, parce qu'on ne se concerte quand même pas, nous alternons nos grossesses. Elle a également, consécutivement, moi c'est en 86, début 86, elle fin 86. Puis moi, j'ai Pierre en 88, elle a Fanny en 89, j'ai Sophie en 90, elle a Édouard en 92. Donc les grossesses s'alternent. Et on a envie toutes les deux de continuer à avoir un job intéressant de juriste en droit du travail chez André et de prendre des responsabilités progressivement en la matière. Et on va voir notre patron ensemble, qui était un monsieur absolument merveilleux, qui aurait pu être notre père. Oui, assez classique quand même, assez paternaliste de ce que tu nous en as décrit. Paternaliste, ancien colonel, avec dans l'armée, donc reconverti comme beaucoup d'anciens militaires, en DRH, mais pas en chef du personnel, en DRH, c'était un vrai DRH. Et surtout un homme qui aurait pu être notre père et qui avait une fille qui avait notre âge et qui nous a souvent dit « mes filles », parce qu'il nous appelait ses filles, je ne veux pas vous traiter comme je ne voudrais pas qu'on traite ma fille, ce qui était quelque chose d'extraordinaire quand même à entendre. On était en début de carrière et donc du coup on a décidé de faire ce job sharing et il a accepté. Donc on avait 3/5e toutes les deux. La seule condition qu'il a mise, c'est que lui, il voulait pouvoir parler à l'une ou à l'autre ou à l'une de façon indifférente et qu'on soit tout le temps au même niveau d'information sur chacun des dossiers qu'on traitait. Et ça a marché merveilleusement bien. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80, entre 86 et 90, qu'il n'y a pas de portable, il n'y a pas de PC. La seule chose qu'on a pour se coordonner, puisque comme on est à 3/5e chacune, on a une demi-journée en commun au bureau, c'est le téléphone fixe. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie tous les soirs pour être sûr de rien rater. Mais il a réussi son coup, notre patron, parce qu'il avait pour le prix d'une et un jour, puisqu'on était à 3/5e toutes les deux. C'est ça que vous avez négocié en fait.
un niveau d'engagement très élevé. Mm. Et pour lui, c'était totalement transparent et c'était le challenge qu'il nous avait donné et auquel on a répondu. Cette expérience s'est arrêtée quand cette amie a décidé, elle, de s'arrêter de travailler après la naissance de son troisième. Quand j'ai évoqué le sujet avec ce patron, il m'a dit, je ne recommence pas l'expérience avec quelqu'un d'autre. Donc, je vous laisse le choix. Je vous laisse le choix. Soit vous voulez rester à 3/5 et auquel cas je vous engage un patron, soit vous acceptez de passer à temps complet et je vous engage une collaboratrice. Vous avez un mois pour décider. Voilà ma jolie histoire qui m'a permis, pour les 6 premières années de la vie de mes enfants, d'avoir un rythme cohérent, d'avoir une collaboration non compétitrice avec Virginie. On avait trop d'intérêts communs pour se mettre en compétition l'une à l'égard de l'autre. Et de vivre cette expérience de travail, de job sharing qui, je crois, ne se pratique pas beaucoup et c'est bien dommage parce que c'est une super façon d'avoir un bon équilibre et puis d'avoir des vraies collaborations. Sans parler de l'aventure humaine, parce que ça a été une merveilleuse aventure humaine aussi. Oui, Virginie est comme une sœur, elle est la marraine de ma fille cadette et c'est comme une sœur. Voilà. Et on voit qu'il y a plein de gens qui trouvent ça innovant et on est tout à fait d'accord. Peut-être quelques mots, Sylvia, et on prendra vos questions. On voit qu'il y a des questions pour Anne. On les prendra peut-être après aussi Anne-Sophie, mais déjà peut-être un décryptage de Sylvia sur cette négociation du temps. Oui, écoute, bravo Anne pour être avant-gardiste. Je ne sais pas si ça marcherait beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, c'était très innovant. Donc, qui a négocié dans l'histoire? C'est le chef, hein. C'était lui qui était en négo. Il utilise une bonne technique de négociation qui est de laisser une alternative à la personne. Une alternative, ça veut dire qu'il y a toujours un non-choix. Le non-choix, c'était que de son côté, il ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir quelqu'un qui soit là tout le temps. Donc ça, c'est le non négociable pour son chef. Par contre, pour y arriver, il laisse le choix à Anne de se dire soit ce qui t'importe, c'est d'être plus présent pour ta carrière, c'est un temps plein et je te recrute une assistante, soit non, tu veux garder cet équilibre de vie, dont acte, et je te recrute un patron. En tout cas, moi, ce que je ne négocie pas, c'est le fait d'avoir quelqu'un tout le temps. Et c'est une bonne technique de négociation de proposer une alternative à l'autre, ce qui évite d'avoir l'impression d'être manipulé avec juste un choix qu'on doit accepter et des pressions pour le faire. Et après, bon, il avait aussi une personnalité qui était plutôt bienveillante et paternaliste parce qu'il aurait pu le faire avec beaucoup de pression. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui subissent de la pression en disant, voilà, ça peut être aussi, si tu ne reviens pas à temps plein, sache que ta carrière globalement est un peu cuite, quelqu'un va prendre ton poste, tu pourras pas rester. Voilà, il y avait aussi d'autres façons bien plus agressives et voilà, des techniques de manipulation aussi qu'il n'a pas utilisées, mais lui laisse le choix. Et donc, c'est une technique d'influence où Anne a sous les yeux un principe de réalité. Elle a deux choix et c'est elle qui choisit. Et ce que ça implique pour Anne, et c'est rien de le dire, c'est de rentrer en égo du coup avec soi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et quel est le choix que je vais faire que tu ne nous as pas dit, Anne, d'ailleurs? Alors, la décision, je ne l'ai pas prise seule, hein, parce qu'à ce moment-là, j'étais mère de 3 enfants, dont un Pierre très handicapé. Je l'ai prise en commun avec mon mari, qui m'a dit, écoute, t'aimes ton job, t'as envie de le faire, c'est un bon moment pour toi, vas-y, fonce. Et donc, j'ai aussi quelqu'un qui m'a donné la liberté d'aller là où j'avais envie d'aller. Exactement, mais ça t'a aidé à rentrer en égo avec toi-même et tes enjeux. Ouais, Sentir libre. exactement. Me sentir libre. Exactement. Pour pouvoir les assumer après sur le long terme. Exactement. C'est un très bel exemple et ça met en valeur aussi l'intelligence et l'empathie de ton patron de l'époque. Et pour faire le pendant dans un autre style, n'est-ce pas Anne-Sophie, nous allons maintenant parler des deux cas de négociation que tu as souhaité partager avec nous. Et justement, un premier cas lié à cet équilibre vie personnelle et vie professionnelle, ou en tout cas l'annonce d'une grossesse, l'annonce de ta 3e grossesse à 40 ans, qui pour le coup n'a pas été accueillie de façon aussi, on va dire, intelligente et positive. Et surtout, on est sur une alternative, mais qui est, dans ce cas-là, pas du tout une alternative très positive. Et je te laisse peut-être décrire le contexte et Sylvia aura le plaisir de nous analyser un petit peu ce qui s'est passé dans cette négociation. Alors oui, moi j'aurais bien aimé comme Anne avoir un patron compréhensif. Je venais de prendre un poste de négociatrice qui était
pratiquement une première dans l'entreprise pour une femme à 40 ans. Donc, il m'avait bien fait sentir que, évidemment, ils attendaient de moi que je n'ai plus d'enfants. Il se fait que ce troisième, j'essayais de l'avoir depuis très longtemps. Hein. Forcément, j'ai plus de 8 ans d'écart entre mon deuxième et mon troisième et ce n'est pas voulu. Voilà. Et donc, je vais annoncer à mon patron ma grossesse, lui-même étant père de 4 filles. Je me suis dit, bon, il va comprendre. Et là, coup de bambou, comment tu as pu me faire un enfant? Un enfant à son patron, enfin, un enfant avec son mari. Et puis là commence un espèce d'enfer, de pression. Entre autres, par exemple, je souhaitais pas qu'on communique trop vite sur ma grossesse parce que j'avais déjà eu pas mal de problèmes avant. Et donc, j'ai dit, je te le dis en toute confiance. Et le lendemain, j'avais 50 personnes pour me féliciter dans mon bureau, sachant que j'attendais les résultats d'examen et que c'était déjà hyper stressant pour moi. Donc, super. Et le deuxième truc qui arrivait assez rapidement, c'est, écoute, Anne-Sophie, soit tu renonces à ton congé maternité et tu auras une promotion, soit tu prends ton congé maternité et tu verras bien ce qu'il y aura comme avenir dans l'entreprise. Pas sûr qu'il y en ait un. Et là, quand même, pas facile. J'étais enfin arrivée à revenir sur des postes de négociation qui étaient assez fermés aux femmes. Beaucoup de pression, beaucoup d'angoisse sur cette grossesse qui était déjà très angoissante. Et du coup, je me dis, attends, remets un peu d'équilibre dans tes priorités. Ta famille, c'est ta vie, ton boulot, c'est pas sûr. Donc, non, mon congé maternité, ça fait pas partie de ce qui pour moi était négociable. Et pour 2 raisons. Pour moi déjà, parce que j'avais envie de prendre du temps avec ma famille. Et puis aussi pour toutes les autres jeunes femmes. Moi, j'avais 40 ans et finalement aussi très soutenue par mon mari qui avait un bon job et donc une possibilité de me dire bon si je dois rester un peu au chômage et retrouver plus tard, c'est pas très grave. Mais si toutes les filles qui ont 20 ou 25 ans ou même 30, on leur fait ça, c'est horrible. Et moi, je me rappelais de 2 ministres qui avaient accouché, qui avaient repris le lendemain et que je n'avais pas du tout apprécié. Je me suis dit, je ne vais pas faire pareil aux femmes de l'entreprise. Donc, au moins pour ça, je dois refuser. Ça, c'était le premier. Bon, je vous passe les pressions la veille de l'accouchement, le lendemain de l'accouchement, bref. Et donc, ils nomment quelqu'un d'autre sur mon poste en me disant, tu verras bien quand tu reviendras, on trouvera une solution. Et là, peut-être 15 jours ou un mois avant de revenir, on me dit, écoute, avant que mon congé mat finisse, et je devais enchaîner avec des vacances, on me dit, écoute, ça se passe mal pour le garçon qui est sur ton poste, donc on va lui donner une promotion. Super. Moi, je marchais vachement bien sur mon poste à l'époque. Et du coup, tu vas reprendre ton poste, mais alors, c'est pas possible. Tu prennes tes vacances, parce qu'il faut qu'on le bouge vite. Donc, tu reviens sans prendre de vacances. Et là, plus du tout la même négociation, parce que j'avais pas forcément la loi derrière moi. Et donc là, je trouve que ça commence je vois que de toute façon, moi, j'étais rentrée déjà dans la première position, hein, pratiquement en conflit. Et là, je décide que ça suffit, qu'on dépasse les bornes. Et donc, j'écris un mail dans lequel j'écris que suite à cette décision de l'entreprise, que je suis obligée de respecter, puisque le choix des vacances leur appartient, enfin, la validation des vacances leur appartient, moi, ça m'oblige d'arrêter mon allaitement plus tôt, de prendre une nounou plus tôt, ce qui n'était pas tout à fait vrai, j'avais ma nounou à la maison. Et donc, ok, je viendrai, mais qu'il fallait qu'il me dédommage pour la nounou. Et là, je rentre avec des demandes en me disant, vous m'embêtez, je demande. Donc, sur ce étant, avec un écrit et une pression de ce type-là, ils ont commencé à avoir un peu peur. Donc, 1, ils m'ont payé ma nounou. 2, ils se sont excusés. Et j'ai repris mon boulot 1er octobre avec strictement rien à faire. Et moi, en fait, ma carrière, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. J'avais envie de m'investir et d'être heureuse dans mon boulot. Et donc, je reprends le poste que je maîtrisais déjà pas mal. Et moi, je décide de chercher du boulot. Donc, 6 mois après, évidemment, j'ai trouvé du boulot dans quelque chose qui me convenait très bien. Et là, complètement sidération totale du DRH et de mon patron qui me disent mais tu as 3 enfants, tu avais un job pépère, bien payé, tu devais être super heureuse, toutes les femmes rêveraient de ça. Merci de projeter vos images sur moi, mais c'est pas le cas. Et nous, on veut pas que tu t'en ailles. Et on va même te faire une contre-proposition que j'ai refusée parce que j'ai trouvé que l'éthique me convenait pas. Et donc, je suis partie ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est... Et voilà, et je pense que c'est Voilà, je l'ai fait pour moi, puis je l'ai fait aussi parce qu'à un moment, je pense que si on dit pas stop, ça s'arrêtera jamais. Merci Anne-Sophie. Oui, alors c'est bien de partager 2 expériences de négociation sur des grossesses qui ont rien à voir parce que je pense que ça traduit un peu ce que vivent aussi les filles qui sont avec nous ce soir. Pour certaines, c'était un non-événement, c'est bien passé, puis pour d'autres, c'était beaucoup plus dur.
Bon, en termes de négo, si je devais analyser ça, c'est une mauvaise gestion du rapport de force, en fait. Donc, dans le premier cas de figure, le manager est en position de force, puisque Anso a vraiment envie de ce poste, Anne-Sophie, elle Non, a mais c'est vraiment envie bon, de tu ce peux poste. m'appeler Anso. Ouais, pardon, c'est vrai. On a Ça- travaillé ensemble à un moment donné avec Anne-Sophie, donc il reste des traces. Et donc, elle a vraiment besoin de ce poste-là, son employeur le sait, et donc là, il y a une alternative qui lui est proposée, pour le coup, qui est manipulatoire. Si tu le prends pas, donc si tu perds ce congé mat, on te proposera un truc, mais on ne dit pas ce que c'est. Si tu le prends, pour le coup, tu perds tout. Bon, et donc, c'est une alternative qui est perdante quand même dans les deux cas de figure. Il est en position de force. Il prend cette posture-là, qui est très offensive en négociation. Et du coup, bah, Anso rentre en négociation avec elle-même de se dire vraiment c'est quoi qui est le plus important? C'est ma carrière et ce poste-là qui était fermé aux femmes, ou bien est-ce que c'est mon congé maternité et ce dernier enfant, c'est quand même le dernier et tant attendu. Bon, elle prend ce choix. Et après, eh bien, nouvelle mauvaise analyse du rapport de force. Ils se disent, bon, quand elle va revenir, on lui repropose le poste, elle va être contente. Et en plus, bah, elle va gérer sa carrière, elle sera contente d'être sur un poste qu'elle connaît. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est les propres filtres. Ils se disent ça alors que c'était pas du tout l'envie à ce moment-là d'Anne-Sophie. Donc, mauvaise analyse des enjeux de l'autre et mauvaise analyse du rapport de force en disant, voilà, on lui propose ça, elle va être d'accord, de toute façon, il n'y a pas trop de choix. Mais c'est trop tard. En fait, quand on est en position de force en négociation, que l'autre le sait, ça sert à rien de l'écraser en fait, parce que ça ne fait qu'abîmer la relation et on prend toujours le risque qu'un jour ce rapport de force se retourne contre soi. Donc, on a le droit d'être en position de force. Et du coup de proposer des alternatives qui soient viables pour l'autre en face. Mais dès qu'on abuse d'un rapport de force, ça se retourne contre soi. Et même dans les négociations face à la grande distribution, pendant très très longtemps, la grande distribution était en position de force puisqu'ils ils s'associent à l'achat. Donc voilà, évidemment, ils sont en position de force jusqu'à ce que, en 2021, sur certains marchés, il y ait des vraies pénuries. Et tout d'un coup, eh bien, les fournisseurs ne peuvent plus livrer tous les clients et le rapport de force est totalement déséquilibré. Et donc, et se retourne. Et donc là, très mauvaise analyse du rapport de force. Ils en abusent la première fois et la deuxième fois, ils croient toujours être en position de force, mais c'est plus le cas. Et Anne-Sophie a quitté ce poste. Voilà, ce qui a été une belle occasion, hein, finalement, au final, puisque ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans ma carrière que ce que j'avais prévu. Moi, j'aime bien aussi Anne-Sophie parce que tu nous dis, voilà, ce que je fais a aussi un impact sur les autres. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et Sylvia, qui a travaillé avec toi, a témoigné, voilà, quel impact tu as eu sur sa carrière. Donc, je te rends hommage pour cela. Je pense qu'elle doit sa carrière à elle-même avant tout et ses talents. Et à propos de carrière, alors tu as aussi partagé avec nous un autre exemple qui était, voilà, quand on veut un poste, mais qu'a priori, on coche pas toutes les cases pour l'obtenir. Et donc, peut-être ce serait intéressant que tu nous racontes comment tu as pu obtenir ton poste de directrice commerciale, parce que visiblement, c'était pas gagné d'avance. Tu partais perdante. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Alors, je dois préciser quand même, je partais perdante certainement dans ma tête. Depuis que je vous ai raconté cette histoire, j'ai réfléchi et j'ai choisi cette histoire parce qu'encore aujourd'hui, il se fait que j'encadre quand même, j'ai eu la chance d'encadrer beaucoup, beaucoup de gens et je vois ça assez fréquemment, surtout sur des jeunes femmes ou des femmes. Et donc voilà, je voudrais vous raconter ça. Voilà, donc mon patron vient me voir un jour, il me dit, écoute, je vais démissionner et le poste de DIRCO est ouvert. Est-ce que tu veux postuler? Évidemment, en plus, j'avais déjà occupé au préalable une fonction quasi équivalente dans laquelle, évidemment, je me reconnaissais pas du tout. Je me dis, c'est dit, je l'avais eu par hasard. Et donc, je me suis dit, ah bah ouais, super, hein, parce qu'en plus, j'en ai vachement envie. Puis, on travaillait vraiment main dans la main avec mon patron. J'étais vraiment son bras droit. Et je dis, OK, super. Et puis là, je savais qu'en face de moi, j'avais un garçon qui allait postuler, avec lequel j'avais pas trop envie de travailler d'ailleurs, parce qu'on avait travaillé déjà ensemble, et qui lui, pour moi, sur le papier, cochait toutes les cases, puisqu'entre autres, il fallait avoir fait une expérience à l'international, ce que moi, j'avais pas, être assez politique et bien connaître les gens à l'Europe. Moi, j'avais peu d'accès à ces gens-là. Puis, je parlais pas super bien anglais. J'ai appris l'anglais à 40 ans pour pouvoir prendre le poste dans lequel j'étais. Et je travaillais beaucoup, mais mon niveau d'anglais était un peu faible. Et au lieu de se focuser sur tout ce que je finalement cochais pas mal, c'est-à-dire que moi, j'avais une parfaite connaissance de l'environnement des clients français, que je connaissais à très haut niveau. Je connaissais les enjeux, les risques à court terme et les techniques. Et ce qui était moins son cas, je me suis dit tout ce que je sais pas faire.
Et puis, quand on postule à ce genre de poste dans des grandes entreprises, en fait, on est en entretien permanent. Donc, je vais à la première réunion que je foire complètement, deuxième que je foire complètement. Et là, mon patron me prend à part, il me dit, il y a deux solutions. Tu postules ou tu cherches du boulot, mais tu fais pas les deux. Et puis, tu te mets dedans. Voilà. Alors bon, ça me secoue un peu. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'appelle deux personnes qui sont importantes pour moi. Ma sœur, qui a un poste de direction très important dans des grosses boîtes de la Silicon Valley. Donc, il connaît bien les boîtes américaines. Et puis mon mentor, que Sylvia a la chance de connaître aussi, qui est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup guidée et accompagnée dans ma carrière. Et aux deux, la même question, comment je fais pour avoir ce poste? Et les deux vont me faire des réponses assez proches. C'est, un, tu as toutes les clés parce que tu connais l'entreprise et pas nous. Et deux, t'en es capable. Et en fait, c'est ce que j'avais besoin d'entendre, que quelqu'un croyait en moi. Et ils vont me donner, alors ma sœur va me coacher sur l'entretien en anglais, et puis elle va me dire, au lieu de regarder ce que tu sais pas faire, tu coaches pas l'international, mais moi, il se fait que je vis depuis toujours dans un environnement ultra multiculturel. Mon mari est sénégalais, dans la famille, on trouve, je pense, toutes les religions, tous les continents, ma sœur épouse un vietnamien, enfin bon, on est vraiment partout, et du coup, ok, c'est vrai, j'ai pas coché la case internationale, mais finalement, c'est pas tellement la case internationale dont ils ont besoin. C'est des gens qui sont capables de travailler en multiculturel. Et donc, elle m'oblige à faire cette démarche-là, de réfléchir comment je pouvais faire ça. Et puis, mon mentor, Christophe, faut pas le citer, me dit, en fait, je lui dis, comment, c'est quoi le poste d'IRCO, nana, je commence à partir dans tous les sens. Et puis, il me dit, écoute, moi, je sais pas, tu connais l'environnement, mais si tu as besoin d'entendre que si j'étais ton PDG, je te nommerais DIRCO, oui, bien sûr. Et ça, tout d'un coup, c'est libératoire. J'entends que quelqu'un que je reconnais vraiment beaucoup dans ce domaine-là, il me voit pratiquement comme son égal. Et ça, tout d'un coup, ça m'a ouvert les yeux. Donc, bref, je passe l'entretien et je fais donc ce qu'on m'a dit de faire, c'est-à-dire j'appuie très, très rationnellement sur tous mes avantages, etc. Et puis, c'est quand même très impressionnant, hein, il y a 8 mecs en face de moi, pas une seule femme à la direction commerciale de ce grand groupe qui, d'ailleurs, c'était un de leurs enjeux aussi d'ouvrir, ce qui a fait dire à certains que j'avais le poste parce que j'étais une femme. Pas très fair, mais c'est la vie. Et à la fin, ils me disent, OK, Anne-Sophie, qu'est-ce que tu peux nous dire qui fera la différence pour avoir le poste? Je me dis, mince, je viens de leur expliquer pendant 1 heure tout comment je voyais le poste, comment je voyais les enjeux, comment je voyais tout l'environnement, mes atouts, etc. Et puis là, je réfléchis, puis j'éclate de rire, et puis je leur dis, en fait, je vais vous dire un truc, j'ai tellement envie de ce poste, j'en ai vraiment envie, plus que tout, que je suis capable de déplacer des montagnes. Et que je vais me donner à fond et que vous le regretterez pas. Et en fait, il y avait tellement de... Ils ont éclaté de rire et en fait, j'ai eu le poste. Et en fait, ce que je savais pas avant, c'est qu'il paraît qu'en fait, il n'y a pas eu trop de questions sur ce truc-là. Mais moi aussi, j'en ai douté encore assez longtemps après. Et en fait, ça les a fait sourire. Et tout d'un coup, d'un mur en face de moi, j'ai eu un échange. Voilà. Donc, j'ai eu le poste. Et puis, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, le patron de tout le commercial européen de Kellogg's, pour pas le citer, a décidé de mentorer un petit peu, de m'accompagner. Et mon anglais, ça le faisait beaucoup rire. Et donc, en fait, ça me permettait de passer même des messages. Des fois, je disais, là, tu joues, en fait, tu fais comme si tu savais pas dire. Et voilà. Et ça s'est super bien passé. Merci. Et déjà, c'est super parce que l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de montrer à chacune que l'on peut et que l'on doit négocier et oser négocier par soi-même. Donc, tu fais tomber ton propre mur. Pas Et facile. tous les commentaires, je vois que Sylvia, tu n'auras bientôt plus de travail. Il y a plein de gens qui décryptent et analysent tout ça. Ouais, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Je m'en vais. Salut! Non, mais alors, quelques points quand même, si je peux me permettre, sur le réseau. D'ailleurs, tu dis au début, Anne-Sophie, que l'autre avait un énorme réseau européen que tu n'avais pas travaillé. C'est quand même un sujet chez les femmes. On travaille moins bien les réseaux pour plein de raisons. Parce que historiquement, c'est des réseaux d'hommes. Parce que sur les réseaux, les femmes ont parfois du mal à être cash en disant, j'ai juste besoin de vous, on se connaît pas trop, mais j'aimerais de l'aide. Elles ont du mal avec ça, les garçons sont beaucoup plus à l'aise. Bon, il y a plein de raisons, mais on se le redit, le réseau est important. L'autre point qui est important, c'est l'analyse du rapport de force dont je parlais tout à l'heure dans la négociation. Il faut le confronter des fois. Et c'est ce que fait Anne-Sophie quand elle va confronter, est-ce que vraiment je suis en position pour ce poste-là? Et elle a d'emblée 2 réponses qui sont oui
et qui vont lui donner confiance. Donc, c'est bien un peu de confronter parce que dans les deux cas de figure, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tout le temps en position de force, alors que ça fait très longtemps qu'ils ne le sont plus. Genre, ton premier manager sur ta grossesse. Et l'inverse, des gens qui pensent toujours voilà, des fois, c'est des choses qui remontent à très loin, à l'enfance. J'ai pas fait d'études, ou alors je n'ai pas fait les bonnes études, ou je n'ai jamais su faire, et qui, du coup, pensent toujours qu'ils sont pas en position de force alors qu'ils le sont. Et le troisième point, je voudrais vous partager ma réflexion du moment, parce que je suis comme d'habitude en train d'écrire un bouquin, et notamment sur le leadership et sur le syndrome de l'imposture. Et en fait, je pense que c'est sexiste de dire que le syndrome de l'imposture est féminin. Je me demande si finalement tout le monde peut l'être, parce que quand on a des modules leadership, des fois il y a des garçons qui me disent dans le creux de l'oreille, j'ose pas vous le dire parce que j'ai un vrai syndrome de l'imposteur, mais je sais que c'est féminin. Et du coup, non, mais c'est vrai. Et du coup, est-ce que finalement, c'est pas une vision sexiste aussi que se dire que le syndrome de l'imposture est féminin? Est-ce que c'est pas notre culture et nos usages qui font qu'on acceptait qu'une femme dise, je sais pas si je me sens à l'aise de faire ce truc-là, et qu'on n'accepte pas qu'un homme le dise parce que bon, bah voilà, c'est le mec, il faut qu'il soit fort. Et donc, finalement, on renforce le fait que on accepte d'une femme le syndrome de l'imposture. Donc, elle en parle beaucoup plus, et on l'accepte moins d'un homme, donc il en parle beaucoup moins. En tout cas, le syndrome de l'imposture, il existe vraiment et pour les deux. Et il est lié à plein de choses, pas que le genre. Il est lié à notre enfance. Est-ce qu'on a eu confiance en nous? Est-ce que on s'est pas pris des gadins au début de notre carrière qui ont marqué toute la suite? Est-ce qu'on a un conjoint ou une conjointe qui nous donne confiance? Est-ce qu'on a des amis qui nous portent aussi? On a plein de meutes autour de nous. Et c'est ça qui renforce ou pas notre syndrome d'imposture. Mais voilà, je pense qu'il n'est pas que féminin. Il faut penser que les hommes peuvent le ressentir aussi. Et c'est peut-être juste que nous, on se l'avoue plus. Et peut-être que ça nous aide justement à en parler et le dépasser parfois. Moi, je voudrais juste dire deux choses. Oui, alors moi, je sais d'où ça vient, hein. Je suis dyslexique. Donc, ça a été un très gros combat parce que moi, je suis née en 67 à une époque où c'est pas du tout reconnu et donc très compliqué les études, effectivement, quand on est dyslexique. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait plein de gens sur les réseaux LinkedIn qui expliquent qu'ils sont dyslexiques et comment ils ont dépassé ça, etc. Donc, je vous encourage des fois à partager vos difficultés. Ça évitera de vous faire rejeter parce que vous avez fait des fautes d'orthographe ou je sais pas quoi, parce que vous avez, voilà, hein, il faut expliquer nos difficultés. Et puis la deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, moi, tu parlais de livres, Sylvia, c'est un livre de Sheryl Sandberg qui a travaillé chez Facebook et avant chez Google, qui a fait un livre qui s'appelle en français En avant toute et l'INIT en anglais et qui décrypte tout ça très 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 bien. Et moi, je cochais tout ce qu'il fallait pas faire dans les entretiens. Et ça m'a beaucoup aidé à me réassurer. Et puis aussi parce que je mentor des fois quelques jeunes filles dans l'organisation et que ça aide de dire, même si je suis au comité de direction, ben voilà, moi aussi j'ai eu ces difficultés-là. Et ce livre-là, ça m'a aidé. Puis ça permet d'ouvrir la discussion et d'en parler. Alors, avec des femmes ou avec des hommes, parce qu'effectivement, des hommes. Alors, il y a comme dans les populations, il y a les deux cas. Voilà. Merci Anne-Sophie. Je pense qu'effectivement, il y a plein de témoignages là, sur le livre, sur le syndrome de l'imposteur. Donc, si vous connaissez des hommes qui ont ce syndrome ou si vous voulez témoigner, Sylvia est en train d'écrire son livre. N'hésitez pas. Les précédents sont très bien aussi, donc on vous les conseille. Je pense qu'on a juste peut-être le temps pour une question. J'aimerais en poser une à Anne et peut-être à Sylvia d'ailleurs, qui est arrivée un peu plus tôt, qui est finalement comment est-ce qu'on prépare une négociation avec un cabinet ministériel. Alors, je ne sais pas si c'est sur le cabinet ministériel, bien sûr, on imagine des choses, mais la prépa de la négo, à mon avis, est quand même un chapitre intéressant aussi à étudier. Alors, oui, enfin, c'est un travail technique. Je pense qu'il faut y passer beaucoup de temps. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, hein. Je ne suis pas allée au mois de mars, 3 jours après mon arrivée. Je suis allée 3-4 mois après, au mois de mai, il me semble-t-il. Mais il faut y aller vite quand même. Je crois qu'il faut à la fois préparer un dossier écrit. Il faut écrire dans ces cas-là. Écrire, ça structure la pensée. Donc, et il faut dire, enfin, quand on écrit, on arrive à la fois à mettre en relief la cible, la situation et la cible. Et je pense que l'écriture est très importante dans ce cas-là. Enfin, moi, j'ai encore tendance à dire que on peut pas se pointer quand on a un enjeu pareil, finger in the nose, je vais vous raconter mon histoire. Bon. Et donc, il faut arriver quand même avec quelque chose de très structuré. Et aussi, il faut se dire, en quoi ce que je vais donner, parce que je raconte mon histoire, mais je laisse mon dossier, va être utile à celui qui est en face.
comment il va pouvoir l'utiliser. Et donc, on était une petite équipe de rédaction. Le document qu'on a remis faisait probablement entre 20 et 30 pages de mémoire. Et on bossait à 3-4 pour à la fois mettre du contenu rédactionnel et du contenu technique. Il fallait à la fois les données techniques et le rédactionnel. Et puis le jour du rendez-vous, comment on prépare son rendez-vous, ce jour-là, on essaie de bien dormir, on prend un bon petit déjeuner et au l'écart. Merci Anne. Sylvia, tu peux... Là, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, il faut être sûr de soi. Enfin, je pense qu'il faut s'être suffisamment préparé. Je peux dire, la dernière chose que je puisse dire de cette façon-là, c'est se préparer suffisamment pour avoir suffisamment confiance en soi. Voilà, et si on n'a pas suffisamment préparé, on n'a pas confiance en soi, et à ce moment-là, on rate son entretien. Absolument. Sylvia, peut-être un complément sur... Oui, alors, évidemment, la préparation de négo, elle est clé. Donc, quel est mon enjeu vraiment à moi, au bout du bout? Qu'est-ce qui me fera trancher? Quel est l'enjeu de l'autre? Est-ce qu'on a un objectif commun pour trouver un accord? Quel est mon rapport de force? Et je vais le confronter pour être sûr de ne pas trop me tromper dans cette analyse. Qu'est-ce que je veux négocier? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher dans cette négociation? Et puis, préparer les étapes de la négo. Donc, combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est un appel d'offres sur une journée? Est-ce que c'est un entretien sur une journée ou est-ce qu'on a 6 mois devant nous? Et préparer le discours aussi, parce qu'il y a plein de mots qui peuvent trahir en négociation, donc on peut se marrer avec ça. Mais si je vous dis, écoutez, à date, c'est ma meilleure offre. À date, eh ben, vivement demain alors. Vous voyez, donc il y a plein de mots qui peuvent trahir un peu votre négo. Donc c'est pour ça que c'est pas mal de faire des petits sketchs de mise en situation pour avoir les mots justes. Et notamment, Anne, tu parlais de négociation sociale. Il y a intérêt à avoir les mots justes aussi parce que ça part vite en live avec 2-3 mots malheureux. Claire. Alors, je prends une dernière question qui était dans le chat et je vais me tourner vers Natacha, puisqu'il y a des questions qui ont été posées sur le mentorship et finalement, comment est-ce qu'on trouve un mentor? Voilà, toi, je sais que tu as plein de belles histoires où tu as été mentorée et tu mentors beaucoup aussi et tu participes à plein de causes. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? La base, effectivement, c'est que dans le mentorat, on est deux. Donc, il y a le mentor et le mentoré et il faut déjà avoir une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mentor si on n'est pas disposé à profiter au mieux de la relation que le mentor peut nous donner. C'est aussi une relation de générosité à la base. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans le mentorat, ce rôle de transmission et de partager, et aussi d'être totalement authentique, de parler de ses faiblesses, de ses échecs et d'avoir vraiment quelque chose de transparent. Et puis, ma conviction profonde, mais elle n'engage que moi, c'est que c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire que c'est à vous aussi d'aller chercher votre mentor. Il y a plein de gens dans l'entreprise ou dans votre vie personnelle qui peuvent être des mentors. C'est pas forcément quelqu'un qui hiérarchiquement est au-dessus de vous. C'est quelqu'un qui a vécu des situations et dont vous connaissez la bienveillance. Mais dans mes expériences personnelles, en tous les cas, je suis allée chercher les mentors qui m'ont accompagnée. Je suis allée aussi me confronter à des réalités qui étaient difficiles. C'est-à-dire que le mentor qui vous dit toujours que tout va bien, c'est pas forcément ça que vous attendez de la part du mentor. Vous attendez quand même celui qui va vous challenger, vous faire vous dépasser, vous faire sortir de votre zone de confort, et peut-être celui qui va vous dire la vérité. Là où parfois nous-mêmes, on peut avoir des biais et on n'est pas forcément toujours disposé à affronter une réalité. Et peut-être que dans le cas de Anne-Sophie, son mentor a pu lui dire en fait, tu n'es pas prête. Et c'est peut-être pas la bonne solution d'y aller maintenant. Tu es probablement disposé à avoir ce poste, mais il y a une question de timing et je t'encourage à attendre la prochaine étape, c'est dans 6 mois, dans 18 mois ou dans 2 ans. Et ça, il faut aussi se préparer à ça. Et je pense qu'une vraie relation de mentorat, c'est celle qui est effectivement transparente, un peu cash, mais sous un chapeau de bienveillance. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas attendre qu'un mentor vous tombe dessus. C'est à vous d'exprimer le souhait d'avoir ce besoin, d'aller chercher la relation et du coup d'en tirer profit un maximum et de savoir remercier et alimenter, on va dire, la relation avec le mentor. Parce que c'est important de débriefer un mentor. Trop souvent, je pense qu'on profite, entre guillemets, de certains conseils et d'une présence qui est importante pour nous. Et puis, le temps passe, on a le job ou pas le job, mais on ne débriefe pas forcément. Et je trouve que ce côté bilatéral et dans la durée est extrêmement important. Merci. Voilà, quelques petits conseils. Relation et merci Natacha pour ton témoignage. Et nous allons conclure en vous remerciant toutes. Alors, un grand merci Anne et Anne-Sophie. Je crois qu'il y a eu beaucoup de témoignages.
Vous avez livré beaucoup, tu le disais Anne-Sophie, sur les difficultés, sur les forces. Vous avez des situations très variées. Donc, merci pour votre générosité et d'avoir accepté de partager tout ça. On va vous donner aussi rendez-vous, puisque du coup, on veut continuer ces webinaires. Et notre prochain rendez-vous aura lieu le 13 avril. Donc, bien sûr, vous suivrez Julie et les réseaux sociaux. 13 avril, prochain webinaire. Et juste pour conclure, donc notre démarche, vous le savez, elle est bénévole et vraiment, on est ravis de pouvoir passer ce temps avec vous, j'espère, et nous espérons que ça vous a servi. N'hésitez pas à nous suivre. Il y a un podcast qui s'appelle Les Négociatrices. Nous avons également un groupe LinkedIn, ADN Women. Et surtout, on a besoin d'amplifier cette initiative. Encore une fois, l'objectif, c'est de vous donner à toutes et à tous. Je remercie d'ailleurs les quelques hommes qui étaient sur le webinaire, parce que c'est très important aussi d'avoir cet aspect paritaire et diversifié des points de vue. Mais on voudrait vraiment amplifier l'initiative, et puis c'est grâce à vous et à vos commentaires et à vos réseaux individuels et collectifs qu'on va pouvoir faire grandir cette très belle initiative. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée, encore merci de nous avoir. Merci. Merci à tous. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci Au revoir. et Au revoir. rendez-vous au mois d'avril. Merci à Exactement. tous. Au revoir. Au revoir.